Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à cette première édition de votre émission littéraire, Balade littéraire. Ce jour, nous recevons un auteur africain qui nous vient tout droit du Cameroun. Il séjourne en Allemagne depuis bientôt 7 ans et nous avons eu la chance de le recevoir ce jour. Il s'agit bel et bien de l'auteur des livres Le bavard intéressant et Le diplômé et l'intellectuel, à qui le siège. Sans plus tarder, allons à sa rencontre. Balade littéraire, le livre. Bonjour Fabrice. Bonjour. Vous l'avez bien compris, il s'agit de Fabrice Ténembo qui est aujourd'hui l'invité, le premier invité en tout cas de cette émission littéraire sur www.vocalis.com. Alors Fabrice Ténembo, comment tu vas? Je me porte bien, j'espère que toi aussi. Merci, je vais très bien. Super. D'accord. Alors, pour la petite histoire, Fabrice, je l'ai connu sur les réseaux sociaux. Voilà, et je l'ai découvert à travers son premier ouvrage, Le bavard intéressant. Et justement, c'est un livre que j'ai trouvé tellement intéressant qu'il était question que je me rapproche de lui afin de pouvoir échanger avec lui. Voilà. Et merci infiniment d'être venu, Fabrice. Non, c'est moi qui vous remercie. C'est déjà un honneur pour moi d'être comme l'invité d'honneur pour l'ouverture d'une telle émission. Oui. Vraiment, je ne peux que dire merci en fait, parce que je prends ces honneurs avec les bras ouverts. D'accord, Voilà. merci. C'est un énorme plaisir aussi pour nous de t'avoir ce jour, en tout cas pour cette première édition. Et parlons justement de ce roman qui m'a permis de te découvrir, Le bavard intéressant. L'histoire, enfin au-delà de la première de couverture qui était assez intéressante, un instant je vais pouvoir la montrer, c'est quand j'ai découvert le livre avec cette photo d'enfant, j'étais un peu... En fait ça m'a fait fondre le cœur parce que je me suis dit tiens, est-ce qu'il s'agit d'un enfant? Est-ce qu'il s'agit de quoi parle le livre? Et avec les informations que j'ai eues sur la 4e de couverture, je ne voulais que me l'offrir et je l'ai eu, je voulais l'avoir le plus vite possible. Et ce que j'ai fait d'ailleurs avec la version numérique dans un premier temps. Alors Fabrice, pourquoi le titre Le bavard intéressant? Parce que sincèrement, le titre à lui seul, au-delà de la première de couverture, il donne l'envie de découvrir de quoi il s'agit. Et appuyé justement par cette photo, avec ce petit garçon mignon, on ne peut pas s'empêcher de vouloir le découvrir. D'accord. Le bavard intéressant, c'est vrai que cette question est un peu récurrente. C'est déjà premièrement en rapport avec l'histoire qui est dans le livre. Oui. On se rend bien compte que le personnage principal dans le livre, c'est un enfant qui est un peu coquin, malin et qui adore vraiment questionner. Oui. Il est un petit fouineur, je le dis aussi quelque part. C'est exactement ce que signifie son nom, le petit Tamo. Tamo, ça veut dire en fait, dans une traduction littérale, Oui. ça veut dire petit fouineur, un fouineur en fait. En Ou quelle bien langue? maître, C'est un bamongom? oui, Bamongom, Exactement. ou bien Bale, en fait dans toutes les langues Gemba. Oui. Voilà. Dans les langues Gemba, ça réunit Bamendiou, ça réunit Bamongom, je crois aussi, Bameka, Oui. et il y a peut-être Bansoi aussi, je crois. Oui. Ouais. Donc, et puis là, on remarque ça, on voit que c'est quelqu'un qui adore poser des questions. Et du coup, le mot qui existe vraiment pour pouvoir le qualifier, c'est un bavard. D'accord. Et puis, mais ce n'est pas un bavard comme les autres. Oui. Parce que ces questions sont des questions utiles, ces questions sont des questions orientées, elles ne sont pas vaines. Oui. Donc du coup, elles sont intéressantes, elles Oui. deviennent intéressantes. Ouais, elles sont pertinentes. Et aussi. pertinentes. Ouais. Donc du coup, j'ai donc trouvé de ramener ça à bavard intéressant. D'accord. Mais ça fait comme une oxymore, mais je ne voulais pas simplement laisser ça comme ça, parce qu'il fallait encore ajouter un article indéfini devant, Oui. un article défini, pardon, Oui. pour que ça donne plutôt quelque chose de palpitant au truc. Donc du coup j'ai mis le bavard intéressant, parce qu'au départ, Oui. c'était un parcours simplement raconté, le D'accord. titre, Oui. mais maintenant il fallait faire quelque chose qui allait captiver l'attention du lecteur, comme les Allemands disent, das muss den Leser fesseln. Donc pour captiver l'attention du lecteur. Voilà. Donc c'est de là que vient le titre Le bavard intéressant.
En tout cas, c'était réussi parce que justement, je fais partie de ces personnes et je suis sûre que je n'étais pas la seule qui a été captivée justement par ce titre assez intéressant comme le bavard lui-même. Nous avons parlé tout à l'heure du petit Tamo justement qui est, on va dire, le personnage principal du livre Le bavard intéressant. Ouais. Justement, ton intrigue, enfin, l'entrée en matière se fait par la naissance de ce jeune homme très bavard, très curieux, très intéressant aussi. Et je voulais te demander d'entrée de jeu, le bavard intéressant, est-ce que Tamo, c'est Fabrice? Autrement dit, est-ce que Fabrice c'est Tamo? Ou encore, est-ce que le bavard intéressant est une autobiographie? Oui, je peux à coup sûr dire oui, à coup sûr ou bien à coup direct, je dis oui. Je le dis toujours, c'est un roman autobiographique Oui. dans lequel le personnage principal, le petit Tamo en question, scrute des réalités partant du Mboa, Ambeng, à travers les thèmes comme, bon, pour ceux qui nous écoutent, le Mboa ça renvoie à la terre natale, Exactement. et Beng correspond à l'étranger. Ouais. Donc, il scrute des réalités partant du Mboa, Ambeng comme dit, à travers des thèmes comme l'identité, la famille, la notion d'éducation, et puis les relations nord-sud. Mais surtout, à un endroit, il se rend compte que c'est quand il est à l'étranger, il fait comme il va puiser dans ses réminiscences, dans ses souvenirs, Oui. pour se rendre compte que non, en Afrique, il y avait une façon de développer son côté relationnel face à d'autres Africains, d'autres pays et tout. Et du coup, il dit, mais c'est même quoi l'africanité? Ouais. Et de là, il commence à s'interroger. Et puis, c'est la raison pour laquelle on ressort dans le livre par l'africanité, parce que Oui. c'est une série de questionnements Exactement. que le petit Tamo se pose. Oui. Donc, du coup, on ne peut pas, je partageais il y a de cela quelques jours une pensée, en fait une publication de la maison d'édition Présence africaine, Oui. qui rappelait encore ça, qui disait, bon je ne peux pas citer ça in extenso parce que mais le Tu vas fond, peut-être paraphraser. voilà, je vais paraphraser, le fond de la pensée disait en fait ceci: il est difficile, en fait, chaque auteur qui publie nous admet, en fait, nous donne une admission de connaître un tout petit peu dans sa vie. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Donc, il y a plein d'éléments dans le bavard intéressant qui renvoient à ma personne, Oui. mais il y a aussi suffisamment d'éléments imaginés, d'éléments tirés peut-être, mais tout s'appuie sur un vécu aussi. Exactement. Il y a plein d'éléments à imaginer, formulés aussi pour enrichir l'intrigue, donc ça dépend. Ouais, et justement de l'imagination, il en faut toujours de toutes les façons pour pouvoir produire une œuvre aussi riche et intéressante. Ouais. Justement Fabrice, tu as parlé de spiritualité, d'africanité tout à l'heure, et la question qui me vient à l'esprit est celle de savoir à quel moment est-ce que tu t'intéresses davantage à cet aspect des choses? Est-ce que Fabrice a grandi dans un environnement où la spiritualité africaine était prépondérante, peut-être à travers tes parents ou tes grands-parents, ou alors c'est lorsque tu arrives à Mbeng, en Djaman, pour utiliser tes expressions, puisque c'est l'expression que tu utilises dans le livre. Est-ce que c'est quand tu arrives en Djaman que tu t'en intéresses un peu plus particulièrement? Oui et non. D'accord. Oui, parce que je suis né et j'ai grandi, en fait j'ai fait une partie de ma jeunesse à l'ouest du Cameroun, et plus particulièrement à Bafoussam. D'accord. Et mon village c'est Bamungum en fait. Et puis, nous on était récurrents au village, donc ça veut dire, parce que là il y a la principale activité, toute personne qui vit à l'ouest a un champ. Oui. La principale activité ce sont les travaux champêtres. Ouais. Voilà. Donc ça faisait que mes parents qui étaient des commerçants et aussi des salariés, en fait, et ça faisait que le week-end, nous on allait au village. D'accord. On allait au village, on allait pour faire les travaux champêtres. C'est comme ça qu'on occupait nos week-ends. D'accord. Et là, puisque c'était pas loin, donc c'était récurrent pour nous. Et chaque fois quand nous on allait au village, mon grand-père
Oui. lui-même paternel, Oui. lui il vivait à Bafoussam et puis il allait aussi au village. Donc ça fait que d'accord. souvent Et vous retrouvez on se au retrouvait village. là-bas Oui. et puis on avait tellement de choses à partager. Et j'avais aussi, bon, mon vieux, c'est quelqu'un un peu qui est un peu très aimable parce que il raconte tellement d'histoires, il sait narrer. Je dis souvent que j'ai envie de lui voler ce talent. Ouais. Je Un pense très bon que, narrateur oui, alors. je pense quand même que si même aujourd'hui je parviens à faire ça, Oui. c'est un peu quelque chose que je lui ai piqué, quoi. D'accord. Voilà. Donc, du coup, en allant toujours là-bas, comme mon vieux, il raconte des histoires, il regroupe beaucoup de personnes. Oui. Ça faisait d'office que l'amour qui donnait aux autres, on nous redonnait. Exactement. Donc, et puis, on pouvait donc apprendre beaucoup de choses facilement. Oui. Je parle particulièrement de moi, mais mes frères ils étaient encore un peu plus jeunes. Et je rencontre par exemple avec un cousin ce qui se passait, qui s'était fâché par exemple parce que j'avais réuni en bas d'un avocatier. Oui, ah oui, je me puis, souviens bien de cette intrigue. Ouais. Exactement, donc il y a tous ces éléments-là qui ont contribué aussi à me forger, qui m'amène dans un lieu sacré, Oui. il m'explique c'est quoi un lieu sacré, Exactement. et tout, et il me parle de notre calendrier, et c'est là, tu te rends compte ici, le calendrier qu'on utilise dans lequel il y a dimanche, Oui. c'est pour les Midi, c'est pour les Blancs, Mhm. parce que c'est justement un calendrier grégorien. Oui. Et maintenant, chez nous, on a notre calendrier, par exemple, le calendrier Bamileke a Mhm. 8 jours par semaine, pas 7. Ouais. Donc, ce sont tous ces éléments qui te permettent de mieux comprendre. Et puis, avec mon père qui me parle de la... puisqu'on c'était dans le roman, mais on parle de la numérologie, quand Oui. on parle par exemple des 3 pyramidaux, et puis avec les étoiles, il te dit ce ne sont pas les étoiles qui doivent t'intéresser, mais c'est plutôt le nombre. Et puis il convoque ici des chiffres impairs. Oui. Donc il te dit, on doit parler du chiffre 3, comme on dit 3 étoiles, Oui. et puis on dit comme 9 chez les 9 notables. Donc ce sont des D'accord. chiffres impairs. Et tout Oui. ça, c'est la numérologie. Bon, maintenant, quand tu veux, pourquoi j'ai essayé de ressortir tout ça? C'est justement parce que quand bon, peut-être j'anticipe sur une de tes questions. Oui. Vas-y. Peut-être quand je lis des gens comme Borbasson, qui Oui. est l'un de mes auteurs phares, Ah, d'accord. il y a des afrocentristes comme ça, Borbasson, Omutunde, Oui. Dumbi Fakoli. Quand je les lis, je vois, ils ont vraiment cette envie de vouloir imprégner l'Africain de ce que c'est que sa spiritualité. Mais moi, je trouve que parfois, ils sont un peu très complexes. D'accord. Donc, du coup, Dans le langage, le peut-être dans langage, l'explication. exactement. Oui. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi cette méthode pour un peu essayer de parler de numérologie Exactement. par un enfant qui pose beaucoup de questions. En Ouais. fait. Donc, c'était un peu subtil qu'il y a plusieurs façons. J'ai abordé plusieurs thèmes dans le livre Oui. avec cet aspect d'enfant, de relation enfant et peut-être adulte. Voilà. Exactement. En tout cas, c'était bien réussi justement parce que le message, il passait de manière un peu plus simple. On n'avait pas besoin de beaucoup réfléchir pour comprendre ce qui se cachait derrière les informations que tu nous donnais. Moi aussi, d'ailleurs, j'ai appris à travers ces explications sur la numérologie. Je n'en avais pas encore entendu parler vraiment de cette manière-là. Selon toi, quelle est la grande différence, en tout cas, ou alors l'une des grandes différences entre les systèmes éducatifs, le nôtre, celui de notre pays d'origine, le Cameroun, et celui d'ici, qui peut être à l'origine, parce que je suis sûre que nous rencontrons des difficultés, tous qui venons ici pour faire des études. Au départ, ce n'est pas évident de prendre le train. Quel peut être le point vraiment faible, on va dire, du système éducatif de chez nous, qui nous empêche de nous adapter ici. Parce que chez nous, d'après ce que j'ai pu retenir du livre, il semblerait que chez nous, on est un peu plus dans les automatismes, un peu plus, voilà, dans la récitation, j'ai eu envie de dire. Mais c'est déjà, premièrement, difficile en fait pour moi, pour ma part, de faire une comparaison des systèmes éducatifs du Cameroun et d'Allemagne de façon globale. Oui. Je ne peux que parler sur la base d'une expérience, Oui. en me limitant simplement à ce que moi j'ai eu à faire, mais j'ai pas
premièrement, j'ai pas étudié au Cameroun. D'accord. Donc, je peux que me baser sur... en fait, mon argumentaire prendra appui sur les éléments que je reçois de mes cousins, de mes frères qui étudient au Cameroun. Oui. Voilà. Et puis, en Allemagne, premièrement, ce que je sais, c'est que la première difficulté que peut rencontrer un Camerounais, sans, ce que je le dis, sans embâche, c'est la langue. Ouais. La langue. Et puis, la langue est le critère primaire, primordial pour réussir ses études ici, en Allemagne. Donc, t'es pas obligé de... C'est clair que même si tu apprends la langue, quel qu'en soit, en fait, au niveau du parler, on ressent toujours un accent, puisque c'est vrai qu'on peut travailler là-dessus, mais il y a un pourcentage seulement qui réussit à perdre son accent. Ou bien à capter l'accent du pays dans lequel il réside, puisque on arrive ici avec un certain âge. Exactement. Parce que c'est démontré aussi scientifiquement que on peut avoir l'accent jusqu'à un certain âge. Et après, c'est difficile maintenant de le changer. Donc, quand je pense qu'il y a jusqu'à l'âge de 7 ans, 8 ans, et après, maintenant, ça devient compliqué. Mais le tout, ce n'est pas d'avoir l'accent. Tu peux ne pas avoir l'accent, mais comprendre parfaitement ce dont il est question. Justement, je pense que c'est même ça. Et c'est ça le plus essentiel. Et ce n'est pas parce que tu ne maîtrises pas une langue, comment on dit, parler couramment une langue est une chose, mais parler entre guillemets sans accent, c'est une autre chose. Exactement. Mais c'est pas parce que tu parles sans accent que ça veut dire que tu comprends tout. Donc ça veut dire que le plus important, c'est de travailler le fond et le contenu de ce qu'on dit. Et en ce sens, ça te permettra de mieux assimiler tes cours, de mieux t'intégrer dans la société et de pouvoir gérer certains problèmes à un certain niveau. Donc le facteur premier, c'est la langue. D'accord. Après, l'autre difficulté, sans embâche aussi, ce sont les finances. Là, en Allemagne, c'est pas comme en fait un pays comme l'Allemagne, la diaspora ici n'est pas comme dans les autres pays. Quand je dis les autres pays, mais en prenant en référence à notre Cameroun, c'est exactement les pays comme la France, les États-Unis et la Belgique par exemple, ou bien l'Angleterre. Ça c'est, ou bien le Canada. Ça sont aussi les pays où on a la diaspora camerounaise est fortement représentée. Donc, l'Allemagne est différente de tous ces pays-là, en ce sens que les gens qui viennent en Allemagne sont le plus souvent des familles modestes. Exactement. Et puis, quand on arrive ici pour étudier, on n'attend pas qu'à la fin de chaque mois, on nous envoie de l'argent. C'est différent. Ici, chaque enfant, il va à l'école, il travaille à côté, il finance ses études. Parfois, il fait plus que ça, il va encore aider la famille qu'il a. La plupart du temps. Exactement. Donc du coup, ça fait que nous ne sommes pas... J'ai un ami qui aime souvent dire que nous sommes des travailleurs étudiants depuis le premier jour en Allemagne. D'accord. C'est un peu ça. Et ce qui n'est pas faux aussi. Et il le formule si bien. Exactement. C'est ça en fait. Voilà, donc ça ce sont des difficultés, peut-être parce que ça te permet de redoubler d'ardeur. Donc, parce que tu n'as pas de finances, parce que peut-être tu as encore problème linguistique et tout ça. Donc, ça veut dire que pour réussir en Allemagne, il faut être discipliné. Donc, la discipline, c'est la clé. Donc, lorsque tous ces trois éléments sont là, je pense que si tu essaies de t'appliquer à ta manière, de respecter, là, la probabilité pour toi d'avancer et de réussir est plus élevée. Maintenant, en comparaison avec le système camerounais, ce que moi, je peux dire, c'est que, je le dis quelque part dans un texte, je ne me souviens pas où, mais je le dis, il ressassait, en fait, il racontait avec brio les produits des réflexions de la métropole, dont, qui étaient téléchargeables en 1 minute sur internet. Parce que plusieurs sont comme ça. Quand tu
après, mes amis qui ont étudié et tout, au Cameroun, avec qui je suis ici, et ils me disent ça. Parfois, il y avait des professeurs, des enseignants à l'université. Quand tu prends son cours, tu tapes ça sur Internet, ça te donne le cours d'un professeur qui l'a téléchargé. Oui. Alors, tu te posais la question, à quoi sert-il? Voilà. Et dans mon prochain ouvrage, dans le diplômé l'intellectuel, sûrement on va en parler. Oui. Dans le diplômé l'intellectuel, exactement, il y a cette situation à l'université. Donc, où on a un enseignant qui est comme ça, et je dis, il intimidait un enfant brillant qui lui posait tellement de questions. Et c'est justement la situation au Cameroun. Il intimidait cet enfant intelligent qui lui posait des questions. Et après, il lui dit, de toutes les manières, c'est pas toi qui me paye. Donc, tu ne dois pas me donner un travail supplémentaire. Et quand il le disait, il ne savait pas qu'à sa grande surprise, il y avait son supérieur hiérarchique qui était à la fenêtre, qui guettait. Et qui a vu, après, quand il est entré, son supérieur hiérarchique est entré, il lui a dit, préparez les réponses à toutes les questions qui vous ont été posées, parce que moi-même, je vais assister au prochain cours. Donc, alors là, c'est un petit avant-goût pour le prochain livre d'ailleurs, son deuxième livre, donc, le deuxième ouvrage. Il y a tous ces éléments, et allez voir comment est-ce que la suite ça se déroule à l'intérieur du roman. Et c'est tout juste ça, parce que quand on lui a mis une telle pression, je dis ça quelque part, quand on lui a mis une telle pression, c'est là où il s'est rendu compte que il avait obligation d'un faire valoir, parce que il s'est rendu compte que en 30 ans de loyaux service, c'était la première fois qu'il devrait travailler. Exactement, parce qu'il est dans cet élan-là, alors j'en ai déjà aussi entendu parler, ils ne rafraîchissent pas leurs connaissances, ils servent le même contenu pendant de nombreuses années, sans forcément ressentir le besoin d'aller rafraîchir leurs connaissances dans le domaine. Et peut-être le deuxième et le dernier point, toujours pour marquer la différence, c'est que c'est aussi les entreprises locales. Je ne sais pas si aujourd'hui ça a changé, je dis bien je ne sais pas, parce que les entreprises locales ne travaillent pas peut-être avec les universités, parce que ce que moi je sais ici en Allemagne, c'est la raison pour laquelle tu peux voir une filière à l'université et après peut-être 2-3 ans on te dit que cette filière n'existe plus. Elle a été fermée parce que pour l'instant sur le marché on ne demande pas ça. Et il y a déjà tellement de personnes formées dans ce domaine de telle sorte que l'emploi statistiquement parlant dans ce domaine est bouché. Et c'est la raison pour laquelle on va fermer. Peut-être après 10 ans, on va rouvrir encore peut-être la filière. Selon la situation. Selon la situation. Donc ça veut dire que les universités travaillent en partenariat avec peut-être le ministre du Travail, ou bien le ministre marché de l'emploi, du développement, le ministre des marchés, tout ça. Donc c'est un peu comme ça qu'il s'est lié. Mais chez nous, je ne sais pas si les écoles privées le font, parce que ça a un peu tendance à aller dans ce sens, mais je ne pense pas. D'accord. Et ça aussi, c'est l'une des différences qu'on peut noter. C'est l'une des différences qu'on peut noter, justement, parce qu'on te forme pour l'emploi. Parce que tu es bien d'accord avec moi que parfois, on forme quelqu'un, mais c'est comme s'il bavarde seulement. J'ai une anecdote peut-être particulière. C'est qu'il y a une fille qui a utilisé Math Info à l'université de Douala, et puis elle était à l'université des sciences appliquées de Berlin. Quand on parlait de théorie, il n'y avait personne qui la valait. Elle était meilleure. Mais quand on arrivait au laboratoire pour faire entre guillemets, les pratiques, et puis elle avait toujours des difficultés. Le professeur, il s'est rapproché et puis il a dit, mais pourquoi tout ça? Pourtant, quand on parle de la théorie, tu expliques, tu fais ça bien. Tu dis au professeur qu'elle n'a jamais touché un ordinateur. Exactement. Le professeur, c'est qu'il lui l'a fait. Il lui a demandé de venir chaque jour au laboratoire. Mais il faut voir ce qu'elle est devenue, en combien de temps. J'imagine. Donc c'est un peu ça. Et puis c'est une histoire qui m'a aussi été rapportée comme ça. Et j'en connais personnellement
2 ou 3 histoires similaires. Moi aussi, dans mon entourage, j'en connais qui ont également souligné cet aspect des choses. Ils ont parlé de la théorie qui est vraiment, ce n'est que de la théorie. Mais justement, quand ils arrivent ici, ils ont du mal parce qu'ils connaissent tous les éléments, mais pas physiquement, juste dans la théorie. Donc, lorsqu'on les met dans un laboratoire, ils ne savent pas exactement ce qui est... Enfin, ils savent pas, ils ne peuvent pas particulièrement mettre une image sur ce qu'ils ont dans la tête, en fait. Okay. Ouais, c'est ça. Exactement. Alors ça, ce sont les quelques petites différences qu'on peut noter. Mais aller de fond en comble dans la comparaison des systèmes éducatifs, je pense qu'il sera vraiment honnête de considérer plusieurs autres éléments. Oui, ça c'est sûr. Oui. D'accord. Balade littéraire, jardin secret. Alors maintenant nous passons à la deuxième rubrique, qu'on va rentrer dans ton jardin secret, Fabrice, si tu me le permets bien sûr. En tout cas, on ne pouvait pas s'empêcher de vouloir en savoir un peu plus sur toi, savoir qui est réellement Fabrice Tenimbo, qu'est-ce qu'il fait quand il n'écrit pas. On pourrait déjà peut-être commencer par te demander de te décrire en quelques mots. Si on te posait la question de savoir qui es-tu, que répondrais-tu? Bon, c'est un peu toujours compliqué de parler de soi, parce que comme on dit souvent, le moins haïssable. Mais bon... je pourrais simplement dire Fabrice Tenimbo, c'est un Camerounais qui réside en Allemagne, qui est venu en Allemagne 2014 dans le cadre des études et qui a une double formation d'ingénieur, premièrement en génie électrique et ensuite en technologie des systèmes d'énergie. Et puis Fabrice est aussi un passionné de littérature depuis au moins sa classe de 6e. Et puis, il s'est fait peut-être remarquer peut-être dans ce domaine, un peu peut-être en classe de 4e et vraiment de façon plus forte, de façon plus prépondérante en classe de terminale. Et c'est un peu ça. Fabrice est aussi un amoureux des mots. Fabrice est un peu, que ce soit dans le domaine dans la langue française, aussi bien dans la langue française que dans la langue allemande, qui est en fait parfaitement bilingue dans les deux langues. Et c'est triste de le dire comme ça, puisque je viens du Cameroun, je dois être parfaitement bilingue aussi en anglais aussi. Alors j'allais déjà te demander, peut-être en anglais, mais aussi je voulais te demander, est-ce que Fabrice parle le Bamungum? Bien sûr, ta langue je parle ma langue maternelle. C'est d'ailleurs pour ça que vous allez voir même dans le livre, il y a quelques phrases écrites en langue maternelle. Donc je parle ma langue maternelle, je fais des efforts pour la formuler, pour écrire aussi comme je peux, mais il y a déjà des signes, il y a des calendriers. C'est pas un dialecte, parce que dialecte c'est péjoratif, ça veut dire des langues qu'on ne peut pas formuler. Et puis il faut parler de langue maternelle. Donc, en fait, langue qu'on ne peut pas articuler, c'est ça qui est un dialecte, et puis ça devient un péjoratif. Donc quand on dit nos langues sont des dialectes, c'est pas bien. Donc c'est peut-être, il y en a dans nos langues maternelles qui sont des langues mortes. Une langue morte, c'est une langue qui a peut-être au plus 1 ou 2, en fait 1 ou 0 locuteurs, ou bien 2 ou 0 locuteurs. Et selon, je pense, certaines études linguistiques au Cameroun, bon ça m'échappe un peu quand j'avais lu ça, selon certaines études linguistiques au Cameroun, on a 273 unités de langue, parmi lesquelles on a environ peut-être une dizaine de langues mortes. Donc, et puis c'est un peu ça, donc ce sont des langues maternelles, et puis on les écrit, on les formule. Et puis Fabrice, il essaie aussi bien que se peut de formuler selon, en partant aussi en s'appuyant sur les règles de, je pense on appelle ça l'API, donc il y a pour les symboles phonétiques, tout ça. Et en s'appuyant sur ce symbole, Fabrice essaie d'écrire, aussi de formuler, d'écrire sa langue. Mais sinon, il y a peut-être d'autres symboles
qui n'entrent pas dans les symboles de l'API qu'on utilise pour écrire nos langues. Oui. Voilà. Oui. Donc c'est un peu ça. Ouais. D'accord. Justement, quand je parlais de bilinguisme, enfin, lorsque tu as évoqué ton bilinguisme, moi, je voyais directement ta langue. Hein. Donc, Ouais. je la considère tout aussi comme les autres, comme une langue et non comme un dialecte. S'il Donc, faut parler alors, dans comme ce ça, cas, tu d'accord. serais multilingue parce que tu Multilingue, parles exactement. allemand, tu parles français, Anglais. tu parles bamungum et tu parles anglais. Oui. Ce qui est déjà, c'est une très bonne chose. Ouais, c'est toujours une bonne chose vraiment parce que il y a des choses par exemple que quand tu penses en ta langue maternelle que tu saisis le Oui. sens et la portée. Oui. Parce que c'est vrai, aujourd'hui, il peut arriver dans certains endroits, quand je m'exprime en français, on va dire, ouais, ce gars, on dirait les Français, peut-être tout et tout et tout. Oui, mais c'est un accident de l'histoire. Et puis, quelque part, dans nos langues, il y a tellement d'éléments à prendre. Parce que je peux prendre une blague Oui. à ma langue, une intrigue, je la transforme et elle me donne un paragraphe. Tout Wow. un paragraphe. D'accord. Seulement à partir de l'explication Oui. de comment est-ce qu'on peut tourner la blague pour Oui. obtenir tel sens, on peut Oui. tourner la blague pour obtenir tel sens. Donc, D'accord. tous ces éléments, c'est très très important. Oui. Oui, exactement. D'accord, d'accord. Alors Fabrice, que fais-tu dans la vie lorsque tu n'écris pas? Est-ce que tu peux nous décrire une journée de Fabrice, on va dire de 6h à 22h? Quand Fabrice se lève le matin, qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il n'écrit pas? Oui, lorsque je n'écris pas et que je ne travaille pas. Bon, Exactement, ouais. c'est mieux de dire comme ça parce que j'ai dû peut-être pour l'instant, dans le but d'achever peut-être mon master, Oui. j'avais dû mettre une pause au travail parce que je travaillais aussi à côté déjà. D'accord. J'ai dû mettre une pause au travail pour achever cela. Ben, une journée ordinaire chez Fabrice quand Fabrice ne n'écrit Il pas ne travaille et il pas. ne travaille pas. C'est quand je me lève, Oui. normalement, d'abord je suis quelqu'un qui est très matinal. D'accord. Euh, Tu es debout à 5h, 6h? 5h30, Ah, super. 5h, Wow. 5h30 parfois. Et puis quand je n'écris pas, je suis en fait 5h30 et puis je m'en vais d'abord faire me brosser les dents, laver la Ouais. bouche, tout et tout et tout. Et puis je me prends une tasse de thé à la menthe. D'accord. Et Toujours? puis oui, D'accord. je me prends une tasse de thé à la menthe. Et après, quand je reviens, soit peut-être je peux entamer une lecture. Oui. Et des lectures, j'en ai des belles, vraiment. D'accord. Et puis, en lisant, j'écoute de la musique parce que je suis un passionné de jazz. Ça, c'était Et la puis- question suivante, justement. En Ouais. tout cas, on allait en venir parce que j'allais te demander quels sont tes goûts musicaux. Et voilà, Voilà. on en sait déjà quelque chose Voilà, du jazz. donc je mets la musique du jazz en Oui. background. Oui, Surtout des trucs comme Marcus Miller, Victor Wooten, ou bien Richard Bonin, oui, qui est un de mes favoris normalement, Oui. Étienne Mbappé, oui. donc c'est un peu ça, mais c'est vraiment c'est une large palette, ou bien Alpha Mist, tout ça, donc c'est vraiment une large palette, je peux Ouais. pas tout citer ici. Exactement. Et soit je mets ça, ou bien en fait je mets ça en fond, Oui, et je suis en train de en lire lisant. en lisant, D'accord. voilà. Donc après quand je finis, il peut arriver maintenant que peut-être je fais un peu de footing, Oui, ou bien si c'est que j'ai allé jouer au football parce que ah ces d'accord. journées comme ça c'est plus souvent le dimanche parce Mhm. qu'avant je jouais dans un club de foot et puis j'ai arrêté aussi parce que j'avais plus assez de temps. D'accord. Donc du coup je préfère aller jouer avec mes frères de la communauté, les Camerounais. Ce Donc, qu'on le plus souvent- appelle le 2-0, c'est ça? 2-0, voilà. D'accord. donc je m'en vais le plus souvent m'amuser avec mes frères et tout et tout. Oui, Et après quand je rentre le Mhm. plus souvent le soir, je suis sur les réseaux sociaux comme Oui, tout le monde. oui. Je suis l'actualité parce que Oui. c'est aussi c'est capital pour mon activité littéraire. Exactement, oui. Et quand je finis là-bas, quand j'ai peut-être quand j'ai un peu du temps ou bien quand je n'ai plus rien à faire, Oui,
je mets une émission littéraire que je regarde. Et mon émission littéraire favorite, c'est La Grande Librairie, présentée par François Busnel. D'accord, d'accord. Et donc, voilà, on est certainement déjà en soirée. Et après, tu vas au lit vers quelle heure? Tu es en couche tard? Je suppose non, que si tu te lèves tôt. Je me couche tôt. Alors, Je d'accord. me couche tôt. Et puis, ça dépend de ce que j'ai à faire le lendemain. D'accord. Non, il y a des jours, je peux aller au lit à 21h. Oui. Il y a des jours où je peux aller au lit jusqu'à 23h. Ça dépend de ce que je suis en train de faire. Exactement. Ouais, aussi, ou bien de ce que j'ai à faire le lendemain. Okay. Mais il y a aussi, c'est un programme de discipline que tu te fixes, mais ça ne donne pas toujours. Oui, donc, il y a toujours des imprévus. Il y a toujours des imprévus qui peuvent arriver. Et puis là... On s'adapte. Exactement. Donc, le soir, il faut aussi bien papoter avec quelqu'un. Donc, c'est un peu ça. C'est important. Et là, tu vas nous en dire un peu plus d'ailleurs, justement. En parlant de papoter avec quelqu'un, je suis sûre que nous allons en savoir plus dans un instant. Ça, c'est sûr. Et j'allais te demander déjà, est-ce que tu as des plats préférés? Tu as des mets particuliers que tu aimes consommer? Et lesquels? Oui, je suis... sur ce côté, j'adore vraiment les mets traditionnels. Oui. Et puis, les mets, en fait, premièrement, le moukoun, comme les Sawa l'appellent. Oui. Mais tu peux décrire un peu? Le moukoun, c'est le mets de pistache, en fait. Mais je pense qu'ils appellent ça comme ça, moukoun, avec les bâtons de manioc. Et puis, j'adore aussi... comme un bon bar militaire, j'adore. Le coquille, c'est sûr. Bon, il y a le coquille, bien sûr, parce que j'ai aussi un côté bafant dans tout et tout. Okay. Et puis, c'est vraiment un mets que ma grand-mère elle confectionne pour moi à chaque fois qu'elle me va au Cameroun. D'accord. Donc, vraiment, elle sait que j'aime ça, ouais. Avec la patate douce. Ah. Voilà. Et puis, il a du goût. Et puis, il y a aussi du couscous, maïs, à la sauce gombo. D'accord. Et puis, fait avec la morue. Il faut préciser, donc si on y met autre chose, ça ne sera pas pareil. Ça ne sera pas pareil. D'accord, d'accord, super. De toute façon, les mets vraiment, mes mets favoris en fait, parce que j'adore plus les mets traditionnels, mais je suis quelqu'un qui aime découvrir. J'adore vraiment l'art culinaire, parce que c'est quelque chose qu'on fait, on met beaucoup d'amour. On dit souvent que quand on prépare avec la fâcherie, la nourriture est gâtée. C'est comme ça. En tout cas. Oui, après c'est pas bon quoi. Voilà. Ouais, on peut le ressentir en tout cas lorsqu'on le consomme. Alors la prochaine question que j'allais te poser était celle de savoir quelle qualité t'attire chez ton semblable. Qu'est-ce que tu recherches en quelqu'un? Si tu venais à faire la connaissance d'une nouvelle personne, qu'est-ce que tu aimerais voir en cette personne? Je suis quelqu'un de très élitiste. D'accord. Sans embâche, je le dis. Ok. Et puis très franc. Parfois de telle sorte que ça dérange. Oui. Ce n'est pas tout le monde qui aime la franchise. Ouais, bien sûr. Par contre, moi, j'aime pas faire semblant. Parce que comme je dis, je suis élitiste, j'ai pas de temps à perdre. Ouais. Si je suis avec toi quand tu m'apportes quelque chose. Ok. Bon, mais c'est bien. Et justement, il le prouve. Il est franc. Il dit vraiment les choses telles qu'il est. Il les voit telles qu'il les perçoit. Oui, et ça c'est la première qualité. Oui. Et j'aime pas les personnes fermées. Exactement, c'était la prochaine question. J'allais te demander ce que tu n'aimes pas chez l'autre. J'aime pas les personnes fermées. Oui. J'aime quand on est ouvert, parce que moi, je suis ouvert. Oui. Et c'est la raison pour laquelle on peut me remarquer dans mes livres, parce que tous les derniers chapitres de mes livres sont réservés à d'autres pays africains. D'accord. C'est vrai que j'ai déjà, pour le bavard intéressant, je peux le confirmer. Ouais. Et donc, j'aurai bientôt certainement l'occasion de le découvrir je peux quand même déjà trahir un secret. Bah oui, volontiers, on est là pour ça. Pour le diplômé et l'intellectuel, le dernier chapitre est réservé au Ghana. Ah, donc, c'est bien. On est complètement, c'est le personnage qui est phare là, c'est un Ghanéen. Oui. Et puis particulièrement dans la ville de Kumasi, au Ghana, qui représente la deuxième plus grande ville du Ghana. Et puis c'est ça, donc ça traduit aussi l'ouverture de l'auteur. Exactement. Il ne faut pas simplement écrire un ouvrage à la fin, donc tu te poses la question, tu dois être capable de te poser la question, qu'est-ce que j'ai appris? C'est pas parce que tu écris
que tu donnes simplement aux gens, mais toi-même tu dois être capable d'apprendre quelque chose quand tu finis. À travers ce que... Exactement. Donc c'est un peu ça. D'accord, d'accord. Alors, la dernière question dans le cadre de cette rubrique est celle de savoir si Fabrice est un cœur à prendre. Je suis sûre qu'il y a des jeunes femmes qui nous regardent et qui se posent la question. Ben, c'est normal. Alors moi, je voudrais déjà parler en leur nom et demander si Fabrice est encore un cœur à prendre. Dans un autre cadre, ou bien pour répondre comme un bon Camerounais, j'aurais simplement dit, ouais ma soeur, pourquoi tu me fais ça? Mais... bon, maintenant, si on veut parler un peu comme des Allemands, si tu me répondais avec franchise. Oui, Fabrice est déjà pris. Ah, d'accord. Dommage les dames, hein. Fabrice, il est déjà pris et donc son cœur n'est plus à prendre. Balade littéraire, coup de cœur. Maintenant, nous sommes dans la troisième rubrique intitulée Coup de cœur. Alors, je voudrais te demander d'entrée de jeu 2 figures de l'histoire que tu admires. Bon, peut-être ça pourra un peu... 2 figures d'histoire. Bon. Oui, quel que soit le domaine. Oui. Premièrement, je pourrais citer Patrice Lumumba. Oui. Et pourquoi? D'ailleurs, dans mon appartement, je pense que tous mes voisins le connaissent puisque c'est comme ça que c'est dénommé mon wifi. Ah, d'accord. Donc, ah oui, tu l'admires vraiment. Donc, cette figure, ouais. Exactement, parce que c'est à travers ses luttes, à travers son engagement pour la libération de son peuple, à travers sa dévotion, pas masquée, à travers son agressivité intellectuelle, à travers sa fierté revendiquée, à travers, comment je peux le dire, à travers son chauvinisme, peut-être même quelque part férocement démontré, il a captivé plus d'un. Même l'admiration de ses ennemis. D'accord. Mais, et puis, à travers même aussi ce modèle de ce qu'un vrai homme, entre guillemets, autour d'une famille, avec ses enfants. Un homme dévoué, un homme qui travaille, un homme avec tant de témérité. C'est... mais c'est vrai que, comme on dit, parfois, c'est parce que tu as tellement d'amour pour ton pays qu'on trouve toujours un petit pantin, entre guillemets, pour venir un peu essayer de te mettre dans les bâtons dans les roues, parce qu'on sait que lui, il peut facilement t'atteindre, parce que c'est quelqu'un à qui tu fais confiance. La plupart du temps, c'est même par cette méthode qu'il passe, justement. Donc c'est un peu ça. Et puis, c'est triste de le dire, mais pour moi, c'est une des figures vraiment qui m'ont le plus marqué. Et Patrice Lumumba, surtout avec son discours pour l'indépendance. Et tu vois comme il a parlé aujourd'hui, des Congolais peuvent parler avec fierté. Il y a plusieurs, ça c'est une figure politique. Il y en a plusieurs comme ça, mais je ne veux pas citer que des figures politiques. Je peux aussi citer, il y a des figures à la fois politico-littéraires. D'accord. Mais je ne veux pas trop le citer. Par exemple, il y a Sékou Touré, il y a Kwame Nkrumah, il y a tous ces gens qui ont vraiment fait du bon et du très bon, du critiquable aussi. Comme tout être humain d'ailleurs. Voilà. Mais je veux aussi parler de Mongo Betty. Donc, Mongo Betty, avec, dans le domaine littéraire, avec des ouvrages perçants, des ouvrages poignants, surtout avec l'ouvrage phare que tout le monde connaît, même sur le Cameroun. En fait, il y a un autre ouvrage, Trop de soleil tue l'amour, un truc comme ça.
En fait, je ne me rappelle pas exactement le titre, mais ça doit être un truc comme ça. Ouais. Et puis, il y a aussi un ouvrage qui m'échappe. Je venais de le lire quelque part aussi, mais le titre, je le connais. Donc, c'est quelqu'un qui a marqué par son engagement littéraire. C'est aussi ça. On dit souvent les auteurs, bien les écrivains, sont des héros et des héros. Des héros avec H. H, Ouais. H, E accent aigu, Oui. R, O, S, ce sont des héros. Mhm. Mais maintenant, des héros encore avec H, Oui. E accent aigu, R, A, U, T. Ok. Donc, ils sont des deux. Ouais. Ils sont vraiment les deux. Donc, du coup, il a démontré cela. Ouais. Il a démontré cela en se battant contre la dictature au Cameroun. Ça l'a privé vraiment d'aller au Cameroun pendant environ une trentaine d'années. Ouais. Exactement. Et puis, on connaît, on voit surtout ce qu'il a fait. Donc, il y a des gens comme ça. Je ne pourrais pas parler, peut-être, parce que si je veux aussi toujours m'appuyer sur des grandes figures politiques, des grandes figures d'engagement, il y a ces gens-là. Peut-être, j'aurais aussi parlé, s'il faut évoquer le domaine un peu plus large, un champ plus vaste, j'aurais parlé peut-être d'Aimé Césaire, Oui. pour son engagement dans le processus de décolonisation. Je pense qu'il fait aussi partie des auteurs de la négritude. Oui. Donc, c'est un peu ça, c'était aussi un courant littéraire qui a répondu, qui a apporté des réponses aux problèmes de son temps. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Et il fallait une certaine férocité dans le langage littéraire et peut-être même dans le langage verbal. Oui. Et ce sont des pères, ce sont des figures historiques qui ont vraiment fait un travail extrêmement important et qui nous ont légué un héritage et surtout des valeurs tellement prépondérantes qu'on ne saurait vraiment en un mot les décrire. Les décrire, exactement. Oui. En tout cas, je pense que j'ai pu voir de la passion en fait dans tes yeux lorsque tu parlais d'eux. Ça montre justement à quel point ils t'ont impacté et je suis sûre que tu n'es pas le seul. Ce sont des figures qui nous ont marqués et qui ont marqué notre histoire et dont on devra toujours être fier et essayer de ne pas perdre cet héritage-là en travaillant nous aussi, peut-être dans le même sens, en continuant à perpétrer leur combat afin qu'il n'ait pas été vain. Exactement. Voilà. C'est ça le truc. Ouais. Voilà. Maintenant, pour sortir de cette rubrique de coup de cœur, est-ce que Fabrice, oui, tu nous as dit tout à l'heure que tu es un passionné de jazz. Est-ce que tu as des goûts musicaux africains ou autres que le jazz? Premièrement, le jazz, c'est une musique afro-américaine. Oui. Donc, des afro-descendants, un peu ça. Il faut aussi noter que le gospel, c'est une musique des afro-descendants. Ouais. C'est d'abord, on parle même d'abord de négro spiritual. Il y a une vidéo sur YouTube de Georges Seba qui l'explique vraiment bien. Et parce que c'est la musique que les Noirs chantaient en période d'esclavage pour se libérer l'esprit. Ouais. C'est pour ça que ça vient aussi de négro spiritual et tout, et c'est là qu'est né le gospel. Donc, en prenant ce que je viens de dire pour Agent Content, c'est le seul élément qui me permet d'écouter le gospel. Ouais, d'accord. Parce que, comme je le dis, je suis un afro-centriste, mais ouvert sur le monde. D'accord. Voilà. La précision vaut la peine aussi. Voilà, mais ouvert sur le monde. Ouais. Parce qu'il est très important je fais d'abord une petite digression avant de revenir encore. Oui. Il est très important de connaître d'abord pour toi, avant de connaître pour les autres. Oui, c'est clair. L'hybridité, c'est une mauvaise chose qu'on ne connaît pas pour soi. C'est-à-dire, tu dois être capable, en tant qu'Africain, de dire, en Afrique, la spiritualité, c'est ça. Oui. Dans l'ouvrage, dans le diplômé d'intellectuel, je me suis documenté, j'ai appris, j'ai demandé, je me suis renseigné. Et dans l'ouvrage, il y a la spiritualité Betty. D'accord. Donc, il y a la spiritualité encore Bamileke. Oui.
Donc, les deux, ça existe déjà à deux volets. Exactement. Donc, et il y a un peu quelques pans de la spiritualité, aussi avec des éléments culturels et tout, ghanéens. Oui. Donc, il faut connaître pour toi. Donc, tu dois être capable de dire, parce que je te parle par exemple dans l'ouvrage, comment est-ce qu'on règle les litiges chez nous? Comment est-ce qu'on faisait en Afrique qu'avant il n'y avait pas de prison et même jusqu'aujourd'hui dans les villages, il n'y a pas de prison. Donc, il y a une façon de régler les litiges. Il y a une façon de faire. Et tous ces éléments, ça te permet de comprendre que nous avions une société organisée et organisée autrement. Exactement. Et il y avait un droit, le droit africain. Ouais. Et c'est là que mes maîtres, mes pères, comme Limbok Basson, et je le cite tellement, et il a écrit un ouvrage intitulé La théorie du droit en Afrique, concept, objet, méthode et portée. D'accord. Donc, il y a tous ces éléments à l'intérieur et qui te permettent en fait, qui te dit toujours, une théorie africaine du droit partira nécessairement d'une conception égypto-nubienne. Parce que tout ça exerce l'origine. Exactement. Et tout ça, ça te permet de comprendre que quoi? Que la spiritualité africaine, c'est la science. Et il a écrit un autre ouvrage, parce que tout ça est lié. Tout ça fonctionne en boucle et c'est justement ce qu'on appelle encore la science de la complexité de nos jours. Parce que on ne peut plus séparer les éléments pour les comprendre. Et même en Europe, ils sont en train de comprendre ça parce que c'était leur modèle de pensée. Leur modèle de pensée, c'était exactement le cartésianisme. C'est-à-dire, on sépare les éléments pour mieux les comprendre. Mais eux, ils se rendent compte que les éléments-là sont interconnectés. Et puis, pour les comprendre, il faut bien comprendre aussi l'interconnexion qui se passe entre eux. Exactement. Et c'est donc ça qu'on appelle la science de la complexité. Et c'est ce que l'Afrique a compris depuis. D'accord. C'est donc le modèle de pensée africain qui est le modèle qui gouverne aujourd'hui, qui a toujours dominé. Mais maintenant, il faut le comprendre, il faut l'analyser, il faut l'interroger encore et peut-être l'intelliger. Donc, il y a tout ça qui te permet, quand tu comprends, tu connais déjà ce que c'est. Là, tu peux mieux te projeter. Et tu dis encore, la spiritualité. C'est quoi la spiritualité? Tu vois des gens qui te disent ici n'ont pas confiance en eux. C'est parce qu'ils sont vides spirituellement. Mais ils sont, excusez-moi, vraiment je dois le dire, ça peut choquer. Je préviens d'abord là-bas. Bon, nous savons déjà que tu es très franc, donc on est préparé. Donc, ils passent le temps à l'église. Mais pourtant, ils ne connaissent pas pour eux. Et je parle surtout aussi beaucoup avec le côté Bamileke parce que un Bamileke, même si il dit qu'il part trop à l'église, même s'il ne fait pas, il y a des traditions, en fait, il y a des rites traditionnels qu'on fait pour lui, même s'il n'est pas même s'il n'est pas, parce que il y a ce lien-là, l'arbre généalogique. Quand on arrive dans un lieu sacré, on raconte, on cite l'arbre généalogique, ça le touche. Quel qu'en soit là où il est, parce que c'est là où son cordon ombilical est enterré. Et tu vois tous les mots, arbre généalogique, cordon ombilical, lieu sacré, ça forme quelque chose d'extrêmement pertinent dans la spiritualité. D'accord. C'est vrai que ça peut soulever vraiment un autre débat sur la religion, la spiritualité africaine. Bien sûr, c'est ça en fait. Et c'est dans ça que c'est pour ça que je dis, allez lire aussi le livre de Bob Basson, La religion africaine, de la cosmologie quantique à la symbolique des dieux. Tout est bien détaillé à l'intérieur et il prend aussi exemple sur ses pairs, les gens comme les Dika Akwa qui ont écrit, les gens qui ont écrit des livres comme ça, et qui te démontrent que le négro africain vit dans un développement constant, à l'instar de la spirale qui se développe, à l'instant du temps qui se développe en spirale, ou de l'univers lui-même. Donc, c'est tous ces éléments, tu comprends vraiment que nous, parce que nous sommes liés à l'univers. Bob Basson le dit souvent, je vais toujours le citer quand je vais parler de spiritualité. Il le dit souvent, il faut lier à l'univers ce qui est universel. D'accord. Parce que si ta chose t'appartient,
n'en fait pas une chose universelle. Oui. Et c'est ça, et c'est donc ça. De manière C'est logique, ce que l'Occident fait. Ouais. La chose leur appartient, mais ils veulent faire ça universel. Mhm. Mais par contre, il faut lire univers, ce qui est universel. Et ils viennent pour nous dire que nous avons des religions polythéistes. Les dieux sont les représentations de la force primordiale. Oui. C'est bien démontré comme ça en Afrique. Donc, il y a tout ça, il y a tous ces éléments à l'intérieur. Donc, si on veut exactement seulement parler de ça, je peux encore tirer pendant 2 jours. Ah oui, c'est sûr, parce que c'est une thématique qui, il faut le dire, est intéressante. Hein. Exactement. On pourrait vraiment peut-être programmer une autre édition pour entrer plutôt dans ce genre de thématique, parce que toi, tu es forcément un peu plus imprégné de cette chose. En tout cas, on aura cette occasion, mais je ne sortirai pas sans que tu ne me dises si tu aimes le bensikin ou alors le bikutsi. Ah non, pour revenir, j'avais fait une digression vraiment, c'était un peu très long. Mais c'était très intéressant en tout cas. Non, des rythmes africains, c'est Achille Mbembe, le professeur Achille Mbembe. Oui. Qui le disait dans l'une de ses interviews que j'ai aussi eu à partager, il y a du beau, il s'intéresse au beau dans les rythmes africains. Oui. Et puis l'élément sur lequel il essayait plus de se baser, c'était dans le rythme congolais. Il cherchait le beau dans les rythmes congolais. Oui. Donc partir de là, partager, faire des trucs comme des recherches comme ça, c'est aussi intéressant. Mais chez nous, au Cameroun, pour moi, la musique qui me parle, la plus, oui. La musique camerounaise qui me parle, toutes les musiques camerounaises d'abord me parlent, oui. Premièrement, mais la musique qui me parle la plus, c'est le Makossa. D'accord. Donc, j'adore, je suis un fan de Makossa. Oui. D'ailleurs, quand j'arrive au Cameroun, je peux pas passer peut-être 2-3 jours sans aller dans un cabaret. Oui, parce juste pour écouter la musique live. Je suis un fan de musique live. D'accord. Donc c'est la raison pour laquelle je vais dans les cabarets, oui. je vais aussi dans les clubs de jazz. Oui. Et tout. À Dortmund, j'ai un club de jazz où je vais souvent avec un de mes amis. D'accord. Et lui aussi, il est chanteur. Donc c'est un peu ça. Et puis, il y a le Makossa. Mais j'adore aussi le bikutsi, mais l'ancien version. Donc, c'est vrai que, bon, pour ne pas faire trop vieux, j'adore aussi, c'était un rythme de mbolé que... Oui, voilà. le rythme qui prend de plus en plus de l'ampleur, le mbolé. Oui, j'adore aussi ça. Parce que il n'est pas seulement important en fait, comme le dit une pensée de Fanon, oui. Chaque génération dans une relative opacité, je pense un truc comme ça, doit pouvoir saisir sa mission. En fait, bon, je le dis un peu, c'est pas bien, en fait, la pensée ne me vient pas exactement. Exactement, oui. Mais ce qui veut par là dire, c'est que chaque génération a son peu à apporter à un instant précis de son existence. Ouais. Donc, et c'est ce que la génération actuelle est en train de faire, par exemple, avec le mbolé. Ouais. Et puis, le bikutsi, vraiment, comme je dis, de manière générale, bon, ben, ça va étonner certains, mais j'adore la basse. Les lignes de basse qui sont jouées dans les morceaux des Katinon. Ouais. Ouais. Donc, oui, c'est rythmique en fait, c'est du rythme. Exactement. Moi, je suis d'abord un fan de basse et tout ça. D'accord. Oui, mais j'adore aussi les folklores. Okay. Les folklores bamileke. Oui. J'adore ça, j'adore le mangambe. Oui. J'adore ce que tu appelles les benskin. Oui. Oui, j'adore. Et puis, j'adore aussi le samali. C'est la musique de Grand Mifi. Grand Mifi, bon, quand on dit Grand Mifi, il y a le kumki aussi, il y a le kumki dedans. Oui. Et, en fait, partant juste de là, il y a le kumki, c'est Badjoun. Le kumki, c'est Badjoun. Et puis la Mifi, c'est Bafoussam, le chef-lieu, mais ça ravage une bonne partie jusqu'à aller encore jusqu'à Penka Michel. Oui. Penka Michel, c'est déjà Bansoa. Oui. Donc,
Il y a tout ça, tous ces éléments-là. Donc, D'accord. tous les rythmes du Cameroun me parlent. Et D'accord. le rythme peut-être avec lequel je n'ai pas été très familier, mais que je peux aussi écouter, c'est le rythme du Nord. D'accord. Balade littéraire, extrait. Alors, comme pour sacraliser une union, Amougou et Bissa décidèrent de faire un enfant. Une fois l'enfant au monde, Amougou ne tarda pas de finaliser son plan. Elle entamait donc les procédures afin d'obtenir son Bordeaux. Et Bissa l'accompagna même dans cet exercice à caractère renforcement des liens familiaux. Mais grande fut sa surprise quand une fois son Bordeaux en main, elle n'attendit même pas 2 jours après pour lui dire « Je ne t'aime pas et je ne t'ai jamais aimé. J'aimerais vivre seule. » En tout cas, il venait de constater qu'il était Mougou et que Amougou était arrivé. Un retournement de situation avec une célérité dont l'éveillé Bissa n'avait pas vu venir. Il n'avait d'autre choix que d'accepter son mal sans révolte, puisqu'il se rendra compte, après enquête, qu'Amougou avait aménagé avec un autre. Il comprenait ensuite qu'il était juste un souffre-douleur, particulier par son Bordeaux, dont l'amour masqué visait. Mais il continua son enquête pour finir par comprendre que le nouveau copain d'Amougou était l'initiateur de tout ce projet. Il commençait même à douter de la paternité de leur enfant. Bref, il y avait un journaliste dans sa tête. Celui-ci ne cessait de poser des questions, les unes après les autres. C'était le remords, la négligence, l'abîme en souplesse. Bissa déprimait, et ceci le faisait foncer tout droit vers l'ombre obscure de la destruction psychique. Il était préoccupé, déboussolé, perdu. Surtout que certaines de ses connaissances se plaisaient de le voir dans cette situation et se moquaient de sa naïveté qu'il qualifiait de particulière. Plus concentré à combattre Amougou, à se venger, Bissa était habité par un esprit guerrier, malheureusement de bon perdant, car il enchaînait, échec après échec, face au duo d'enfer d'Amougou et son nouveau mignon. Les planifications consécutives de ces nouvelles confrontations, vouées à l'échec, ombrageaient sa notion du temps, de telle sorte qu'il ne le voyait pas passer. Le temps, son temps, était constant, fixe et inamovible. Il vieillissait quand son temps restait cloîtré dans un cadran. Il était emprisonné par le poison de la défaite et était donc instable, faible, vulnérable. Une vulnérabilité que tout le monde voulait exploiter. On lui avait volé sa paix intérieure. Je comprenais de mieux en mieux la phrase de mon parrain, qui me disait « Toutes les filles du pays, même ici, sont des voleuses. » Je visualisais la souffrance du grand Bissa, comme l'image d'un enfant qui pleurait et dont les larmes sur le visage symbolisaient ses adieux à toute relation avec la fille du pays. Bissa tournait définitivement le dos à la féminité de ses origines, et il n'y avait aucun moyen de les rabibocher. La porte était donc ouverte à toute nouvelle venue, sauf à la voleuse, et par extension à la congénère. C'était la rupture. Une rupture avec des lendemains prometteurs où la Mécate déposait ses valises. Une Mécate pas comme les autres, qui comprenait la situation dans laquelle il se trouvait et faisait tout pour le soutenir. Sauf que moi, j'avais un petit problème avec cette dernière, car elle faisait de son possible pour s'identifier à Bissa, une bonne idée à la base, mais elle exagérait par endroits. Si ce n'était les tresses, elle voulait cuisiner les mets de chez nous. Et le vestimentaire s'y ajoutait volontiers. Mais le plus fou, elle voulait qu'on mange à même le sol. Et pourtant, il y avait chez Bissa une salle à manger avec des meubles correspondants. On aurait dit une noire d'un autre centenaire dans une blanche de ce millénaire. Elle était fière d'appartenir à la communauté que la sienne vomissait et qu'une minorité continuait de nier. Je constatais pourtant que Bissa était de plus en plus accepté par les proches de sa belle Mécate. Je le sentais épanoui, jovial, serein, ambitieux. Il se retrouvait. La Mécate avait blanchi la noirceur de sa congénère. Elle avait transformé ses regrets en motivation. Et c'était fou comme ça marchait. J'étais admiratif. Mais mieux,
Je comprenais aussi que toutes les femmes mécates n'étaient pas comme celles que les grands frères dépeignaient dans leur histoire, différentes par ce qu'elles cachaient et se ressemblant par ce qu'elles montraient. La femme mécate comme l'ennemi de l'homme kami. Et c'est d'ailleurs pour ça que je leur reposais cette expérience chaque fois qu'ils mettaient le sujet au goût du jour. Mais comme convaincre les savants grands frères était comparable à casser un caillou avec de l'eau, ceux-ci trouvaient toujours une échappatoire du genre « Mon frère, chacun a son expérience ». Maintenant, nous sommes dans la rubrique extrait et justement, nous avons lu un extrait pour toi que tu as eu l'occasion d'écouter. La question que moi je voudrais te poser est celle de savoir pourquoi est-ce que toi tu présentes justement la femme camerounaise, puisqu'il s'agit ici d'une Amougou et on sait qu'elle vient du Cameroun. En tout cas, on va parler, mais on peut généraliser la femme africaine. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours qu'elle soit présentée, c'est pas contre toi, mais on l'entend de plus en plus, elle est présentée comme cette personne qui vient, qui cherche des mougous, justement comme Bissa, et une fois qu'elle a obtenu son Bordeaux, elle disparaît et elle va refaire sa vie avec quelqu'un d'autre qu'elle aime mieux que celui qui l'a aidé à obtenir ce Bordeaux-là. Est-ce que c'est une expérience, tu connais quelqu'un qui est passé par là? Qu'est-ce qui t'amène justement à présenter, je vais dire, cette thématique qui, il faut le dire, revient de plus en plus et qui m'interpelle, moi en tant que femme camerounaise africaine? D'abord, je sais pas, le roman est comme un miroir que l'on balade le long d'une rue. Voilà. Donc, si on prend appui sur cette pensée discursive, on pourrait simplement dire mon travail d'auteur a payé. Parce que aussi le but d'un ouvrage, c'est de choquer. Mais pas choquer pour choquer. Ouais. C'est la raison pour laquelle j'écris des romans, mais je ne fais pas l'art pour l'art. Donc, c'est de poser, ou bien de pousser, ou bien de créer des questions dans la tête du lecteur. Ouais. Et puis, quand ça arrive, je suis content. Puisque, comme tu le dis si bien, c'est un problème qui est récurrent dans la communauté camerounaise. D'ailleurs, on dit souvent, pour employer l'expression à la camerounaise, un écrivain, c'est un bon Congo Saman. Parce que, surtout pour un écrivain pour qui est ceux qui ne romancier, comprennent pas, c'est un bon rapporteur. voilà, un bon rapporteur, une bonne commère. Oui. Donc, c'est un peu ça. Et puis, tu dois pouvoir intelliger un problème. Ça veut dire, tu le prends, tu poses des questions qui vont permettre en fait de s'interroger et de trouver, d'apporter des réponses. Donc, quand on prend exactement ce cas avec la reconnaissance peut-être d'un enfant, on parle avec le Bordeaux et tout ça, c'est un langage qui nous est propre. Exactement, ouais. Et puis, ce sont des problèmes, ce sont des cas qui existent, ce ne sont pas des cas isolés, et ce sont des cas qui reviennent fortement. Et laisse-moi te dire, puisqu'on parle d'une Djaman, laisse-moi te dire que c'est connu jusqu'au niveau de la police. J'ai un de mes meilleurs amis qui a travaillé avec la police dans le cadre d'un projet où il aidait des familles qui avaient des difficultés à s'exprimer en allemand. Ça veut dire que même pas un membre de la famille parlait allemand, mais il parle anglais, il parle français, il parle allemand et il parle aussi même espagnol désormais. Donc, il aidait, il travaillait, donc il servait de relais, il était le traducteur pour la police. Donc, et puis on l'embauchait comme ça. Et puis, la police a révélé ceci à mon ami. Dans le cadre du travail, il y a 3 nationalités. Quand les femmes obtiennent des papiers, elles ne veulent plus donner à leur mari.
Pourtant, ils ont travaillé ensemble. D'accord. Lesquels? Je suis bien curieuse. Nigeria, Ghana, Cameroun. D'accord. Les nationalités africaines. Et il dit, c'est un problème qui revient, qui est récurrent chez nous. D'accord. Et c'est pas quelque chose à prendre à la pincette. Oui, c'est sûr. Ça traduit peut-être une certaine ignorance. Ça traduit peut-être quelque chose qu'on ne nous a pas appris. Je parle, je le dis peut-être ainsi, mais on le remarque entre nous. Oui. Tout Camerounais qui a étudié, Oui. le plus souvent ici, il peut te dire, peut-être il va te dire ça avec ses mots, Oui. il nous manque l'esprit d'équipe. On n'a pas grandi comme ça, on n'a pas travaillé comme ça. Et c'est parfois cette difficulté qu'on a, on ne peut pas s'asseoir et travailler ensemble. Il y a toujours quelqu'un qui va vouloir montrer, je connais plus que toi. Ou bien il va aller derrière pour essayer de vouloir manigancer pour être meilleur. Se démarquer tout seul. Exactement. Ouais. Et puis, contrairement aux Allemands, je parle plus d'allemand parce que c'est le référentiel dans lequel j'étais à l'université. Exactement, et ce que je voyais. Donc je ne peux que rapporter ce que je vois. Je suis là-bas des expériences que j'ai. À l'école, c'est qu'ils faisaient, ils se mettaient en petits groupes. Ils étudiaient ensemble, ils marchaient ensemble, ils mangeaient ensemble, ils se racontaient des histoires ensemble. Mais c'est juste quand tu les vois, tu crois qu'ils sont tellement amis. Mais dès que chacun obtient son diplôme, tu demandes, ouais, tel lui te dit que je ne connais pas. Tel lui te dit je ne connais pas. Mais parce qu'ils ont un objectif à atteindre pour une certaine période, ils travaillent ensemble. Ils se mettent ensemble, exactement. Donc ça pourrait venir certainement... Ça peut exactement venir de là. C'est ce côté bizarre, c'est même triste, c'est comme si on se contredit, parce qu'on sait que nous sommes des peuples communautaires. Exactement, oui. C'est comme si on se contredit. C'est contradictoire. Oui. Voilà. Et puis, on remarque ça, on voit, chez nous, ça commence à devenir, ça ne sait même pas qui ça commence, c'est un problème. Oui. Pourquoi? Je me pose vraiment la question de savoir, pourquoi? Bon sang, tu connais les difficultés qu'on vit ici, tu connais les difficultés qu'on rencontre ici. Pour une raison, pour une autre, pourquoi rester dans la boue, en fait? Parce que c'est comme ça que moi je traduis ça. Parce que tu vas dire, ah mon frère, les gens ont leurs problèmes, machin truc. Ça c'est tu ne connais pas ce que le gars là a fait, donc restez tranquille. Non, il y a ce côté-là. Reconnais quand même que tu es Camerounais comme lui. Au-delà de tout. Et montre-lui que c'est pas pour ça en fait. Parce que se réduire à ça, parce que tu obtiens un papier, tu veux priver quelqu'un d'avoir le même papier. Pourquoi ça? Bon, je crois que pourquoi tu dis que tu veux être le seul pour mater tes frères? Ça, c'est une bonne question. En tout cas, je pense que les personnes qui le font, elles sauraient peut-être mieux l'expliquer. Parce que pour des personnes comme nous, qui le voyons de l'extérieur, on a vraiment du mal à y trouver une explication. C'est la raison pour laquelle je dis encore, peut-être tout au long de l'émission, il y aura des gens peut-être qui vont venir dire, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Il est hautain. Mais je pense que chacun est libre de penser ce qu'il veut. Bien sûr. Voilà, et c'est une bonne chose de penser. Oui, c'est une bonne chose de penser, mais il ne faut pas que tes pensées deviennent une arme contre toi. C'est ça aussi le truc. Parce qu'il faut être capable de pouvoir se libérer. Parce que la haine est plus difficile que l'amour. Bien sûr, parce que quand tu commences à vouloir haïr, tu te rends compte que c'est vraiment difficile. Oui, c'est un sentiment lourd et difficile à porter. Chaque fois, il te faut penser à ça. Exactement. Chaque fois, il te faut penser à comment tu vas réfléchir, comment tu dois mettre les bâtons dans les roues de quelqu'un. Exactement, ouais. C'est difficile. C'est un sentiment vraiment difficile à porter et à vivre au quotidien, en tout cas. Bien sûr. Donc, ça veut dire, face à un compatriote qui n'est pas fier de rencontrer un Camerounais. Je suis parti dans des endroits ici où quand tu parles, quelqu'un remarque seulement ton accent, il sourit. Exactement. Surtout en Allemagne, on connaît qu'ici il y a des villages, quelqu'un fait peut-être 2 ans, il ne voit pas de Camerounais. Ouais, c'est vrai.
C'est comme ça, il ne peut qu'appeler ses connaissances à distance. Mais quand il t'entend parler, on sourit. Exactement. La chance peut-être que moi, particulièrement, j'ai eu, c'est que je suis arrivé dans une ville comme Dortmund, qui est un peu comme la capitale des Camerounais en Allemagne. Oui. Je me suis toujours senti un peu comme à la maison. Ouais, la communauté camerounaise est fortement représentée là-bas. Exactement. Et estudiantine surtout. Ouais. Oui. Exactement. Alors, on va certainement sortir de cette rubrique-là et on va se retrouver pour sortir de cette émission. Balade littéraire, agenda. Alors, nous allons sortir de cette émission par la dernière rubrique intitulée Agenda. Nous aurons l'occasion justement de découvrir l'actualité de notre écrivain Fabrice Tenembo. Fabrice, tu viens de mettre sur le marché un nouvel ouvrage intitulé Le diplômé et l'intellectuel, à qui le siège. Alors, il y a un passage qui m'a marqué et je voudrais t'interroger d'ailleurs là-dessus. C'est celui où Adama se rend dans un copy shop et... c'est une femme, c'est ça? Oui, Adama, elle ne se rend pas dans le copy shop. Oui. Elle a le copy shop, c'est elle qui est la propriétaire du copy shop. D'accord. Et là, elle dit qu'il y a 5 catégories de personnes qu'elle a citées, les intellectuels, entre autres. Et c'est la dernière catégorie qui m'a marqué. Elle a dit les accompagnateurs. Ouais. Je voudrais te demander comme ça, de but en blanc, de quoi parle-t-elle? C'est qui les accompagnateurs? Alors, je pense que dans le livre, elle souligne fort à propos. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous lire un extrait, justement, l'extrait correspondant? Bon, en fait, ici, on est dans une situation, et puis je lis simplement ce qu'Adama a dit. Oui. Elle dit, il est très important de ne pas procrastiner quand on peut faire des efforts qui, eux, sont plus importants. Je vous félicite pour votre grande volonté à votre jeune âge, puisqu'elle s'adresse ici à Sioé et à Belinga 2. Vous ne serez jamais des accompagnateurs si vous faites vôtres les valeurs que vous avez encaissées aujourd'hui, en plus de celles que vous maîtrisez déjà. Il faut toujours se poser la question de savoir ce que vous apportez en plus. Car chez l'accompagnateur, ce n'est nullement le cas. Bien au contraire, il cogite seconde après seconde, c'est comment il va demander, comment il pourra avoir une aide. Ces 2 branches faibles, au feuillage respectivement léger, occupent malheureusement toutes les dimensions de son cerveau. D'accord. Il est une bonne commère, là où ce vilain talent peut être capitalisé. Mais, contre toute attente, il choisit la publicité gratuite. L'accompagnateur est le concierge du grand bâtiment qu'est le quartier. Pourtant, le fait requiert aussi des talents d'enquêteur, de loser, mais il ne l'utilise jamais à bon escient. C'est donc un leader de l'échec dans le monde réel, qui est pourtant un pionnier dans son monde, celui de la paresse, de la procrastination. C'est là tout le paradoxe, car il se contente toujours du peu et a peur de l'ambition. L'ambition fuit son esprit quand le statu quo y élit paisiblement domicile. D'accord. Alors là, on comprend un peu l'une des caractéristiques de l'accompagnateur, c'est justement celui qui aime être assisté, entre autres, justement, puisqu'il attend toujours de l'aide venant d'autres personnes. Exactement, il y a même encore une phrase qui dit ici, justement, parce qu'il est la définition la plus aboutie de l'immobilisme, qui bizarrement s'étonne quand il voit le mouvement chez les autres. Le champion des excuses qui galvaude de ce mot nourrit sa paresse quotidienne par « demain je vais le faire ». Le plus souvent, ces derniers ont des projets qu'ils n'ont malheureusement jamais essayé de mettre sous papier, puisqu'il est important de nos jours de savoir élaborer un business plan, un compte d'exploitation minimum, avant de pouvoir entamer le management d'une quelconque activité. Ces expressions semblent complexes qui semblent complexes ne sont rien d'autre qu'une programmation de votre futur à faire. Mais l'accompagnateur qui a du mal à changer de travail car il pense à une sécurité, a la flemme de se mettre à l'apprentissage de ces nouveaux risques.
un passionné du processus de momification, de stabilité. D'accord. Et donc, aussi de la procrastination, puisque Oui. c'est ce qu'il passe le temps à faire, à renvoyer à demain. Oui. Merci Fabrice d'avoir accepté de venir. Nous présentons donc ton livre, c'est ton nouvel ouvrage qui vient paraître. Il est intitulé « Le diplômé et l'intellectuel, à qui le siège ?» Eh bien, il vient suivre justement ton premier ouvrage, Le Bavard Intéressant. C'est par lui que nous sommes entrés dans cette émission. Et je voudrais te demander comme ça, pour sortir définitivement de cette émission, comment est-ce qu'on peut faire pour se procurer ces deux livres que tu as écrits? Les deux livres, on peut les obtenir par deux méthodes. Oui. Premièrement, sur toutes les plateformes, Amazon, à la FNAC, Oui. Décitre, Cultura, Kobo et bien d'autres. Oui. Et puis, en fait, sur cette plateforme, le Bavard Intéressant est disponible en version e-book, Oui. mais le diplômé l'intellectuel est disponible en version brochée. D'accord. De plus, vous pouvez l'avoir directement chez moi en Oui. me contactant en version brochée les deux, Oui. en me contactant via mon compte Facebook, Fabrice Tenenbaud, ou alors via mon Instagram, @Tenenbaud. D'accord. Merci beaucoup Fabrice d'être venu. C'était un immense plaisir de partager ces instants avec toi. Nous te souhaitons voilà, une bonne continuation dans ce que tu fais déjà. Et on se dit que voilà, on se voit toujours deux fois dans la vie. On se reverra certainement. Ouais, c'est moi qui vous remercie pour cette occasion, cet honneur que vous avez fait à mon endroit. Premièrement, dans le but de parler de littérature, c'est une chose qui est aussi rare. Oui. Et puis, j'encourage l'initiative, ce qui est celui que je dirigerai à votre endroit. Oui. Beaucoup d'autres autrices Avec en Allemagne plaisir. que je veux bien citer ici. Il y a Caroli Attal, et il y a Ngendeme, il y a elle s'appelle Inori de Mika. D'accord. Et puis il y a aussi Wilfried Kanga, on ne le présente plus. Oui. Et puis il y a encore quelqu'un qui va nous sortir un ouvrage dans les prochains jours que j'ai aussi eu le bonheur d'accompagner. Oui. Il s'appelle Danny Fonga. D'accord. Et puis il nous prépare quelque chose de bon. Je préfère garder encore le titre. Vous pourrez le constater, la liste elle est longue, elle est loin d'être exhaustive et c'est justement ça le but. Ils ne sont pas connus ces auteurs et le but est justement de les faire connaître. C'est une manière pour nous de valoriser la littérature africaine. Il y a de très nombreux auteurs qui ne sont pas connus et nous allons les découvrir avec vous, chers téléspectateurs. C'était tout pour cette édition de Balade littéraire sur www.vocalis.com. Nous vous remercions infiniment de nous avoir écoutés et nous nous donnons rendez-vous dans 2 mois. À très bientôt.